le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis ravie d'être avec vous pour ce nouveau numéro de 10. Dans ce podcast, je reçois des responsables de start-up inspirants dans des lieux inspirants. Ils viennent nous parler de leurs projets impact, des projets qui répondent aux objectifs de développement durable fixés par l'ONU. Bienvenue dans 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. C'est un épisode spécial que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Je suis sur les bords du canal du Midi pour parler des ODD 14 et 15 de l'ONU consacrés aux vies aquatiques et terrestres avec mon invitée Stéphanie Limousin, directrice générale adjointe développement business pour CLS. Ce sera l'occasion également d'évoquer avec elle l'engagement de son entreprise auprès des startups innovantes dans ce domaine. Alors, je la cherche. Ah, la voilà. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gaëlle. Vous allez bien ? Ça va, merci et vous ? Ouais, ça va très bien. Alors, nous marchons donc le long du canal du Midi, magnifique canal du Midi. C'est un lieu que vous connaissez bien ? Oui, alors le canal du Midi, on a la chance, CLS c'est juste à côté des locaux de l'entreprise, donc c'est un endroit que nos collaborateurs arpentent chaque jour. Certains entre midi et 2 font un petit pas de course, d'autres ils viennent le matin en vélo ou à pied, donc c'est un lieu important pour nous. Ouais. Et vous-même, vous êtes originaire de Toulouse d'ailleurs ? Alors non, moi je suis pas toulousaine, ça doit s'entendre, j'ai pas l'accent. Je viens de la région Poitou-Charentes, je viens de la Vienne en fait. Je suis née là-bas et je suis arrivée à Toulouse en 2006, donc ça fait quand même un petit moment maintenant que je suis là. Et vous avez fait vos études à Toulouse, c'est pour le travail que vous êtes arrivée ? Non, alors j'ai fait mes études à Montpellier, donc j'étais déjà partie un peu au sud et j'ai travaillé d'abord à Paris quelques années et ensuite j'ai rejoint Toulouse pour le boulot. Ouais. Quel type d'études vous avez faites ? Alors, moi je suis ingénieure agronome, donc je suis partie à Montpellier à l'Institut Supagro, qui est l'école d'agronomie de Montpellier. Bon, à l'époque je voulais faire de l'agronomie tropicale, donc j'ai un petit peu changé de voie depuis. Mais en tout cas déjà une démarche axée sur l'environnement, c'est le cas depuis toujours ? Oui, en fait je viens d'une famille d'agriculteurs, donc j'étais déjà finalement très proche de la partie culture, terre, nature. C'est pour ça que j'ai fait ces études-là, c'était un domaine qui me tenait déjà à cœur. Bon, évidemment, après, la vie pro fait qu'on dévie un peu, mais ça a toujours été effectivement dans mon ADN. Et en parlant de vie pro, justement, comment et quand avez-vous intégré CLS et quel parcours vous avez eu au sein de l'entreprise ? Alors moi, je suis entrée chez CLS en début 2009, donc ça fait bientôt 15 ans. Et je suis entrée au départ dans une équipe qui s'appelait l'Océanographie spatiale. Alors ça paraît un petit peu impressionnant, mais il s'agit tout simplement de mesurer le niveau moyen des mers. Alors, je ne devrais pas dire tout simplement, parce que c'est quand même des gens extrêmement brillants qui font ça. Donc moi, je suis d'abord entrée dans cette équipe-là, dans laquelle j'ai œuvré pendant 3 ans. Alors pas du tout, moi, sur les thématiques scientifiques, c'était pas mon background pour le coup, mais plutôt sur l'organisation des projets, aller chercher les contrats, travailler les partenariats avec des institutions européennes, donc voilà, dans ce rôle-là. Et puis en 2012, il se trouve que j'ai eu la chance de me voir proposer la direction en fait de cette équipe. Le directeur partait et donc c'est moi qui ai pris la suite. Et j'ai fait ça pendant quelques années. Et puis en 2018, je suis devenue directrice générale adjointe du groupe CLS en charge de la partie développement commercial. Et d'ailleurs, en parlant de CLS, habituellement dans 10, le podcast, nous parlons de start-up. Mais il y a longtemps que ce statut est dépassé pour CLS. Oui, alors CLS, on n'en est plus trop une start-up aujourd'hui. On a passé ce stade, mais néanmoins, quand la société a été créée, on est passé par ce stade-là. Alors, c'était pas tout à fait les startups d'aujourd'hui, puisque on était fondé par le CNES et l'Ifremer, donc des grandes institutions françaises. À l'époque, ça s'appelait pas comme ça, mais on dirait aujourd'hui une spin-off du CNES. Voilà, ça s'appellerait comme ça aujourd'hui. Et la particularité, c'est qu'on est quand même passé par les mêmes étapes, je pense, que la plupart des startups, puisque ces institutions-là, elles nous ont créés, mais elles pouvaient pas nous financer. On n'injectait pas de l'argent comme ça à la demande. Donc, il a fallu, nous aussi, trouver notre modèle, nous développer, trouver des clients, ajuster nos prix, ajuster notre fonctionnement. Et donc, on est passé par toutes ces étapes-là pour assurer la rentabilité de l'entreprise et sa croissance. À propos de croissance et de développement, je crois que vous n'êtes plus seulement à Toulouse aujourd'hui. Alors, effectivement, on est situé dans plusieurs sites, non seulement en France, puisque nous sommes donc à Toulouse où est le siège, mais aussi à Brest, à Bidart, à côté de Lille, à Nantes. Mais on est surtout partout dans le monde. On est présent dans une vingtaine de pays. On a des salariés aux États-Unis, au Canada, au Pérou, au Brésil. On est en Australie, on est au Japon, on est en Afrique
l'Afrique du Sud, j'en oublie plein, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, voilà, on est un petit peu partout. Oui. Et alors vous-même, est-ce que vous êtes un petit peu partout? Est-ce que vous allez visiter ces agences? Alors de temps en temps, d'abord je le fais moins parce que c'est pas très bon pour la planète, oui. Mais effectivement j'ai eu l'occasion de visiter certaines d'entre elles, pas toutes malheureusement encore, pour aller voir effectivement les équipes et me rendre sur place. Oui. Au-delà de l'implantation géographique aujourd'hui et de la taille de CLS, peut-être vous pouvez nous parler des projets. Quels sont les différents domaines sur lesquels vous intervenez? Alors CLS, déjà on peut rappeler notre mission et notre vision, c'est vraiment de déployer des solutions spatiales à partir de données spatiales pour comprendre et protéger la planète et gérer durablement les ressources. Une fois qu'on a dit ça, pour décliner, en fait on applique cette vision dans 5 grands domaines d'activité chez nous. Le premier c'est la surveillance de l'environnement et du climat. Ça, c'est clairement emblématique chez CLS. Ensuite, dans le domaine de la gestion durable des pêches, on suit au niveau international un certain nombre d'activités de pêche industrielle, pêche artisanale. On aide les autorités à suivre ce qui se passe dans ce monde-là. On travaille également dans le domaine de la surveillance maritime au sens large, plutôt pour les autorités. Et là, on va être plutôt sur le côté surveillance des activités illicites. La pêche illégale, l'immigration, le trafic de drogue, les pollutions. Voilà, ce genre d'activité. On a ensuite un domaine d'activité sur les énergies et les infrastructures. Donc surveiller depuis l'espace ce qui peut se passer autour, alors hier d'une plateforme pétrolière, demain autour d'une éolienne en mer par exemple, ce qui se passe en termes de mouvement de terrain autour d'un tunnel de métro ou d'une exploitation minière. Et puis le dernier domaine, c'est tout ce qui concerne la mobilité, où on est amené en fait à suivre et aider dans leur logistique les véhicules des agences humanitaires, d'aide humanitaire, et puis les véhicules de collecte des déchets. Et alors concrètement, comment vous vous y prenez? Vous avez des outils spécifiques? Alors CLS, on travaille autour de la donnée en fait. Le cœur de notre métier, technologiquement parlant, c'est on utilise des données de plus de 400 satellites aujourd'hui que l'on reçoit, que l'on achète, voilà, tout type de données. Et ensuite, c'est beaucoup de travail autour du traitement de ces données, d'algorithmie, de comprendre et je dirais de les fusionner, de les mettre ensemble pour qu'elles veuillent dire quelque chose pour nos clients en fait, qu'elles soient transcrites en opérations concrètes pour eux. Et du coup, alors pour vous illustrer ce que je viens de vous dire sur les données, je vous ai amené une carte. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on y voit là? Sur cette carte, en fait, on voit ce dont vous avez entendu parler tout l'été. On voit ici les méga-feux en Grèce. Donc vous voyez sur cette carte, on voit une carte classique satellite avec des zones vertes, des zones urbaines, des routes, etc. Et on voit ici un énorme front rouge. Alors c'est même assez extraordinaire parce que d'habitude sur les feux, on ne voit pas aussi clairement. En fait, on voit plutôt la fumée produite par les feux. Mais là, on voit réellement, c'est le front de flamme que l'on voit sur cette photo. Donc c'est vraiment gigantesque. Ouais. Donc ça, c'était le 23 août, en l'occurrence, cette photographie. Et en fait, à partir de ça, qui est de l'image satellite initiale, traitée de manière préliminaire, on en tire en fait des cartes ensuite plus opérationnelles pour les agents de la sécurité civile, les secours, etc. Où on peut, nous, comme ça, identifier en fait l'étendue et les impacts de ces feux sur un certain nombre de points clés, les zones résidentielles, les zones industrielles, les routes, les réseaux routiers, ferroviaires, les réseaux de transport, évidemment la nature, de pouvoir comme ça classifier qu'est-ce qui est touché, quand, comment, avec quelle vélocité, pour aider finalement toutes les opérations de secours et de résolution des problèmes, pour les aider dans leur prise de décision. Ok, on va là en priorité, là non, ça peut attendre, etc. Enfin voilà, comment on peut les aider à mieux protéger les populations et les infrastructures. Mais ça permet également, post-crise, on va dire, une fois que le gros est passé, de pouvoir avoir des bilans plus chiffrés, plus quantitatifs, de pouvoir dire, il y a tant de % du territoire qui a été atteint, mais parmi ce territoire, voilà, en termes de quartier résidentiel, d'habitation pour les populations, ce qui est touché, le pourcentage aussi d'industrie, le tissu économique, en quoi il a été impacté, etc. Donc ça permet de quantifier véritablement, après coup, les impacts. Et pour parler de conséquences directes, quelles sont les conséquences directes de vos actions sur la vie terrestre et la vie aquatique? Alors aujourd'hui, donc sur ces deux thématiques, donc font partie des objectifs de développement durable de l'ONU. Donc pour CLS, déjà, ces ODD sont des marqueurs de notre activité. Nous, on est très attentifs à ça puisqu'on a adhéré au Pacte mondial des Nations Unies en 2016. Et donc en particulier sur ces deux volets-là, alors sur la vie terrestre, depuis le début de CLS finalement, CLS, on est l'opérateur historique des balises Argos, on va dire le produit emblématique et le plus connu dans nos activités. Et ces balises, elles ont servi depuis près de 40 ans maintenant à suivre la vie sauvage, les animaux, les espèces en voie de disparition. Donc c'est vraiment en support évidemment des équipes scientifiques, mais on peut comme ça suivre la biodiversité, le développement de certaines espèces protégées ou au contraire leur déclin malheureusement. Ça permet comme ça de donner beaucoup
beaucoup d'informations sur l'état de la vie sauvage et de la nature, comprendre comment ces espèces se nourrissent, se reproduisent, où est-ce qu'elles vont, pourquoi, et comprendre s'il y a des modifications souvent liées au changement climatique dans leur schéma de vie et de reproduction. Au-delà de ce que l'on fait sur les animaux, on cartographie aussi tout l'état de la planète. Les lacs, les forêts, les rivières, le développement urbain, le développement des zones rurales. Donc ça permet comme ça de vraiment prendre on parle souvent du carnet de santé de la planète, donc c'est comme ça que l'on caractérise. Et puis de la même manière en mer, là aussi grâce aux satellites, ça nous permet de garder un œil sur ce qui se passe sur les océans. C'est quand même de vastes zones qui ne sont pas toujours accessibles facilement. Donc on fait à la fois là aussi une cartographie de ce qui se passe en termes de courants, de vagues, de température des océans, le phénomène El Niño que l'on peut suivre. Le plus emblématique indicateur qui est suivi chez CLS, c'est la montée du niveau moyen des océans et ses disparités régionales. Mais on va aussi dans des choses plus précises sur détecter des pollutions par hydrocarbures, des rejets en mer malheureusement, des accidents, etc. Toutes les activités de crime environnemental ou de pêche illégale qui peuvent être également surveillées. Donc c'est comme ça que nos activités finalement, alors à leur échelle et modestement, mais on contribue à réaliser des progrès, des avancées sur vie aquatique et vie terrestre dans les objectifs de développement durable. Vous avez un exemple, un projet peut-être dont vous avez envie de nous parler tout particulièrement ? Alors typiquement sur la pollution par hydrocarbures que j'évoquais, on a travaillé chez CLS depuis plus de 10 ans sur un programme avec l'Agence européenne de sécurité maritime, l'EMSA, un programme de surveillance des pollutions qui s'appelait CleanSeaNet. Et en fait, ce programme consiste à surveiller par l'imagerie satellite les dégazages en mer, donc qui peuvent être accidentels mais aussi volontaires. Tout le monde n'est pas très délicat sur les mers. Et donc l'idée, c'est de surveiller les mers européennes pour détecter le plus rapidement possible ces pollutions afin que les autorités puissent intervenir directement. Et en fait, ce service-là, on en est assez fiers chez CLS puisque, alors on n'est pas les seuls à l'opérer, mais l'idée, c'est que ça a permis quand même de diviser radicalement le nombre de pollutions en mer. Nous, on le voit puisqu'on en détecte de moins en moins, ce qui est une excellente chose. Et donc, c'est en fait un effet dissuasif du système qui a été mis en place. Et donc ça, on est assez fiers d'avoir pu contribuer justement à la diminution de la pollution des mers européennes. J'imagine. En tout cas, Stéphanie, comme à notre habitude dans 10 le podcast, je vous propose d'écouter d'autres acteurs toulousains qui, comme vous, sont engagés pour les ODD 14, vie aquatique, et 15, vie terrestre de l'ONU. Grégoire Dupré, je suis le cofondateur de la société Abellio. Abellio, c'est une société qu'on a voulu résolument numérique pour changer l'agriculture au travers de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle. Nous produisons finalement un service aux agriculteurs leur permettant d'optimiser au strict minimum du nécessaire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, d'engrais et d'eau, finalement les intrants agricoles. Aujourd'hui, Abellio, c'est 3 ans d'existence, c'est un peu plus de 25 collaborateurs, autour d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, et c'est grosso modo 10 000 agriculteurs qui travaillent avec nous. En moyenne, on a pu démontrer statistiquement et sur un volume non négligeable de parcelles qu'on arrive à réduire les herbicides de 84,8% exactement. On réduit l'impact sur l'environnement, on réduit l'impact sur le sol, on réduit l'impact sur la biodiversité. On est aujourd'hui agréé par le ministère comme haute valeur environnementale sur le volet fertilisation. On est aujourd'hui aussi agréé par l'INRAE sur le volet donc réduction des produits phytopharmaceutiques, donc herbicides et fongicides. Donc c'est une vraie reconnaissance. Dans les mois qui viennent, on a 3 grands projets. L'international, ça en est un des 3. On est présent maintenant en Belgique, on est présent au Canada. On est en train de recruter pour s'étendre sur d'autres marchés européens et notamment en ciblant principalement l'Allemagne et l'Espagne. Le second grand projet, c'est d'augmenter le nombre de services sur les cultures que nous abordons déjà, qui permettent d'optimiser le semis, qui permettent d'optimiser la récolte, qui permettent d'optimiser finalement toutes les actions qu'ils vont réaliser au champ. Donc ça, c'est notre plus grand défi, je dirais, notre plus grand projet. Et l'objectif, c'est le 3e projet, ça va être de travailler sur de nouvelles cultures. Donc là, on commence à travailler sur les cultures arboricoles et viticoles pour optimiser leurs exploitations. Stéphanie, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, alors je suis ravie d'avoir entendu ça. Abellio, c'est une petite société qu'on a découvert récemment chez CLS, avec qui on projette de travailler. C'est vraiment une chouette start-up et une équipe sympa, et surtout ce qu'ils ont développé est très intéressant. Et donc effectivement, nous, c'est clairement ce type d'acteurs qui développent des choses, qui s'engagent et qui contribuent comme nous. Finalement, on a un peu les mêmes objectifs, même si nos activités sont un peu différentes. Donc ce type d'acteurs avec qui on adore travailler. Donc on va, j'espère prochainement, travailler ensemble en fait.
Eh bien, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Pour revenir aux ODD 14 et 15 de l'ONU, en quoi vous diriez que CLS est un acteur pour ces objectifs de développement durable ? En fait, on essaie, donc au-delà des actions de surveillance que l'on peut mener, que je vous ai illustrées, on essaie aussi de travailler sur de la prévision. Donc de pouvoir, par exemple, sur la vie aquatique, on a des équipes qui travaillent sur la modélisation des écosystèmes marins et qui permettent comme ça d'avoir une gestion, on va dire, sur le long terme finalement, de pouvoir équilibrer, tout comme on l'évoquait avec Abellio, l'équilibre économique pour les agriculteurs et puis écologique pour la planète. C'est la même chose pour la pêche, c'est de pouvoir permettre aux pêcheurs de continuer à pêcher, mais en ciblant des espèces qui ne sont pas menacées, en ciblant des lieux en fait de pêche, et c'est ce que nos modélisations permettent de faire finalement, c'est de déterminer ou de prévoir des zones dans lesquelles, si vous allez pêcher, vous n'allez pas pêcher des juvéniles, donc des petits poissons, et donc permettre comme ça la reproduction de l'espèce et ne pas amplifier des phénomènes de perte de population. Donc c'est à travers ce genre d'action que l'on peut, par exemple, contribuer à l'aspect vie aquatique. Et toutes ces actions, tout votre engagement pour la protection de notre environnement vous a d'ailleurs valu d'être nommé chevalier de la Légion d'honneur. Oui, alors déjà, c'est pas moi personnellement qui ai fait tout ça, donc j'ai effectivement été déjà très honorée et puis très fière de recevoir cette récompense. C'était d'ailleurs un peu la surprise, j'étais pas du tout au courant, donc je l'ai pas vu tout de suite en fait. À travers moi, c'est finalement toute l'équipe qui reçoit ça, parce que clairement, c'est tout CLS qui contribue à la protection de l'environnement, c'est toutes les actions qui sont menées depuis des années et partout sur la planète. Donc j'en suis à la fois très fière à titre individuel, mais j'en suis très fière aussi pour CLS. Et outre la volonté de CLS d'imaginer et déployer des solutions spatiales pour protéger notre planète, l'entreprise est également très engagée auprès des startups innovantes. On en a parlé entre autres avec Abellio. CLS est notamment partenaire de la Tech à Impact aux côtés de la French Tech, mais pour quelle raison ? Alors en fait, c'est vrai que ça nous a paru évident finalement d'être sur ce programme Tech à Impact, parce que nous, c'est le cœur de notre activité. On mêle technologie et puis protection de la planète. Donc c'est plus un souhait de partager ça, d'échanger avec des startups qui vont avoir les mêmes types d'objectifs et sur comment on fait ça, comment on a de l'impact d'une manière ou d'une autre. Il y a plein de façons de le faire, mais comment est-ce qu'on peut s'engager et rendre finalement des technologies, des innovations non seulement utiles d'un point de vue, on va dire, économique ou sociétal ou quel que soit, mais aussi sur de l'impact, on va dire, environnemental. On l'a dit en parlant du CNES et de CNP, votre structure n'est pas tout à fait la même que pour les startups plus jeunes que nous avons interrogées jusqu'ici. Est-ce que l'écosystème lié à l'innovation autour de vous est différent du coup ? Alors pas tellement, parce qu'en fait l'écosystème de l'innovation, il repose pas sur des organisations en tant que structure. En fait, il repose autour des gens, des équipes qui génèrent de l'innovation. Et on dit souvent l'innovation, c'est une invention qui trouve un marché. Donc en fait, l'écosystème pour nous, il est le même. CLS et ses startups, on n'est effectivement pas les mêmes en termes d'assises financières ou géographiques, mais ça nous permet, nous, on est à la fois finalement des utilisateurs de ce que d'autres peuvent mettre sur le marché et on peut peut-être donner une audience plus large à ces innovations ou à ces startups. Et on est aussi contributeurs puisqu'on a des équipes quand même aussi très douées, très brillantes et qui peuvent contribuer comme ça à des systèmes d'innovation. Donc c'est clair que c'est un système qui est très dynamique, surtout en ce moment, il se passe plein de choses, donc c'est assez foisonnant. Et je crois quand même humblement que du fait de notre expérience et des différentes étapes par lesquelles on est passé, on peut aussi être force de recommandation ou de conseils sur dépasser des échecs, trouver des business models, retravailler un positionnement. C'est des choses par lesquelles, même en étant une entreprise de taille moyenne, on est passé et on passe encore. Donc ça peut permettre d'échanger aussi sur ce parcours. À propos de conseils, vous en auriez un pour les personnes qui dirigent une start-up, pour qui ils lèvent le pied et observent notre planète, qui est un peu un des leitmotifs de CLS ? Alors, un conseil, c'est de prendre le temps, effectivement, quel que soit finalement l'objet de votre société, de votre activité, prendre le temps de se poser, de se connecter avec l'environnement, avec la nature et de se dire, quelle que soit mon activité, quel est mon impact, comment je vais interagir avec l'environnement au sens large. Et du coup, si j'ai une interaction qui n'est pas forcément positive, comment je modifie ça ? Comment je peux faire quelque chose de différent dans mon activité pour être meilleur au regard de la planète ? Eh bien, le message est passé, Stéphanie. Pour terminer, on parle de 10 objectifs de développement durable fixés par l'ONU avec 10 startups. 10, vous le savez peut-être, sur les terrains de foot ou en rugby, ce sont également les meneurs de jeu. J'ai une question toute simple. Qui donneriez-vous le numéro 10 de leader ?
Alors, c'est pas une question facile. Moi, je suis pas une grande experte de rugby ou de foot, mais quand même, j'en entends beaucoup parler à la maison, donc je vois bien. Alors, dans notre entourage chez CLS, il y a une personne qu'on connaît depuis longtemps et qui est chère à notre cœur, qui est un grand monsieur qui s'appelle Jean-Louis Etienne. Alors, c'est un célèbre explorateur, il est médecin français, il a toujours été un défenseur de l'environnement et il a toujours souhaité montrer au monde, en fait, ce qui se passe sur notre planète et les enjeux du réchauffement climatique. Et ça a été un de nos premiers utilisateurs du système Argos. Quand il a fait son expédition polaire, il était équipé de sa balise Argos pour bien montrer qu'il était le premier. Et donc, c'est nous qui l'avons suivi et on l'a accompagné depuis les débuts. Jean-Louis nous a fait l'honneur et le plaisir d'être membre de notre comité de mission. D'accord. Puisque CLS est devenue société à mission en 2021, puisque c'était une possibilité maintenant qui était offerte aux entreprises françaises et qui correspondait vraiment, nous, à notre positionnement. Et donc, on a constitué un comité avec différentes personnalités, dont Jean-Louis Etienne, qui en fait partie. Et puis, il a toujours ses projets. Il a maintenant PolarPod. On l'accompagne aussi sur ce projet-là et on lui souhaite la plus grande réussite possible. Mais voilà, c'est plutôt à lui que je dédierai cette place. Eh bien, écoutez, à vous aussi, on vous souhaite la plus grande réussite possible. En tout cas, Stéphanie, merci beaucoup pour ce moment d'échange, pour votre vision positive du monde, qui permet de trouver des solutions pour regarder différemment notre planète. Merci Gaëlle. C'est la fin de cet épisode de 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et rendez-vous le 10 du mois prochain. Bonne journée à tous et à bientôt. 10, le podcast de l'Impact par la French Tech Toulouse.